tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci aux nouveaux abonnés, on est 17 sur la chaîne YouTube. C'est formidable, 17. Et oui, il faut bien commencer quelque part, moi je suis très content. Pour l'instant on est en phase test sur la chaîne. J'essaye diverses choses, j'ai essayé les vidéos pour la première, j'ai essayé le podcast audio pour la deuxième. Je me rends compte que le podcast, c'est quelque chose qui me plaît un petit peu plus que de faire du montage vidéo. Ça m'aide aussi pour développer un peu la voix off, voilà, parce que pour ceux qui le savent probablement, et je pense que certains viennent de la chaîne Fils de Bulle, je fais pas mal de voix off sur la chaîne Fils de Bulle. Voilà, je suis content de participer un petit peu à cette chaîne, parce que c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup, hein, qui appartient à un ami, et je dis pas ça parce que ça appartient à un ami, mais parce que c'est une chaîne de qualité, et qui commence à avoir son petit succès, et j'en suis très content. Bisous à toi l'obscur si tu m'écoutes, et merci de m'avoir fait de la pub, un petit peu de pub sur ta chaîne. Bref, c'est pas le sujet du jour. Là aujourd'hui on est ici pour parler de la seconde partie du podcast sur comment optimiser son temps de vie. Sur la première partie, on avait parlé du livre de Gérald Bronner, Apocalypse cognitive. Je ne vais pas revenir dessus, je vous invite à cliquer sur le lien, je mettrai peut-être un lien sur la vidéo, je sais pas comment on fait à l'heure actuelle, mais j'essaierai de mettre un lien, ou en tout cas regarder sur la playlist de ma chaîne, vous trouverez l'ancienne vidéo. De toute façon il n'y a pas beaucoup de vidéos aujourd'hui. Je vous invite à regarder peut-être, enfin plutôt écouter, parce que là on est vraiment que sur de l'audio, à écouter la première partie du podcast avant peut-être d'écouter cette seconde partie, même s'il n'y a pas forcément de lien direct. Enfin, disons que le sujet reste le même. Aujourd'hui on aborde un autre livre, et ce livre c'est celui de Fabien Olicard. Fabien Olicard, on va le présenter, on va faire un petit peu la même structure que la fois dernière, on va présenter l'auteur. Qui est Fabien Olicard ? C'est un mentaliste, un magicien, un vidéaste qui se produit également sur scène pour des spectacles. C'est une personne dont j'apprécie le contenu parce que je regarde certaines de ses vidéos. Je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant à écouter, qui est assez impressionnant d'un point de vue mentalisme. Je ne m'y connais pas trop en mentalisme, mais en tout cas, j'ai pas besoin de m'y connaître pour être assez impressionné par ses performances. Quoi qu'il en soit, là, on va pas parler de mentalisme aujourd'hui, on va parler de gestion de temps, d'organisation, et on pourrait se demander en quoi monsieur Fabien Olicard est légitime à nous parler de gestion de temps. Et bien justement, en parlant de légitimité, Fabien Olicard, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin de son livre, il prend les devants et il nous dit simplement « Ma légitimité, c'est qu'en 3 ans, j'ai créé plus de 700 vidéos sur Internet, j'ai écrit un spectacle, produit mon propre Olympia et fait plus de 500 représentations sur scène, écrit 3 livres, etc. » Il y a d'autres exemples. Je ne vais pas tout reprendre, mais je pense qu'effectivement, en termes de légitimité, on pourrait se dire, ok, bon, il a fait quand même beaucoup de choses, il a lancé beaucoup de projets, et je crois qu'il est venu à terme de chacun de ces projets, et rien que ça, ça donne envie de connaître un petit peu la méthode de travail de cette personne. Et c'est pour ça que je me suis procuré ce livre, Votre temps est infini. Parce que moi-même, je me suis posé la question, comment je pourrais faire pour un petit peu mieux m'organiser et venir à bout de tous mes projets. Donc quand j'ai lu ce livre-là, j'ai quand même trouvé des informations assez intéressantes. Voilà, il y a beaucoup de bon sens, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de bon sens, mais le bon sens, ça fait du bien, parce que le bon sens, c'est pas parce que on appelle ça du bon sens que c'est forcément appliqué par tout le monde. Moi-même, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que j'ai retrouvés dans le livre, que j'ai trouvé assez logiques, mais je me suis rendu compte que j'appliquais pas forcément. Et une petite piqûre de rappel de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Alors, comment on peut résumer ce livre ? Ça part un petit peu dans tous les sens, c'est un petit peu le reproche que je pourrais faire au livre. Enfin, il y a une partie du livre qui est un peu autobiographique. Voilà, Fabien Olicard raconte un petit peu sa vie. Il a raison, parce que il y a des éléments de sa vie qui sont assez intéressants pour répondre à certains questionnements, mais il y a aussi certaines parties qui ne parlent pas forcément de la gestion du temps.
C'était des parties qui m'ont pas forcément intéressé pour le coup. Je vais essayer vraiment de simplement présenter les parties qui m'ont intéressé. Alors, au début du livre, Fabien Olicard, ce qu'il fait, c'est qu'il nous invite à un peu à prendre conscience, à l'instar de Gérald Bronner, de l'importance de notre temps. Et il emploie beaucoup de métaphores pour ça. Et la première des métaphores qu'il utilise, c'est à travers un exercice qui nous invite à faire. Il nous invite à imaginer qu'à partir d'aujourd'hui, nous, chaque matin, vous allez gagner 1440 euros à dépenser dans la journée. Il faut savoir qu'il y a deux conditions pour que vous gagniez ces 1440 euros, c'est que le jeu peut s'arrêter à tout moment et il faut que tout soit dépensé à la fin de la journée, sans quoi on nous reprend tout l'argent. C'est 1440 euros. Alors, essayez de faire cet exercice déjà dans un premier temps. Je me tais 2 minutes. Imaginez là, donc, vous gagnez 1440 euros tous les matins, mais la seule condition pour que vous gagniez ça, c'est que vous dépensiez ces 1440 euros avant la fin de la journée. Et la deuxième condition, c'est que le jeu peut s'arrêter à tout moment. D'accord ? Ça peut s'arrêter dans 2 heures, ça peut s'arrêter dans un mois, etc. D'accord ? Essayez de faire cet exercice. Et imaginez maintenant que ces 1440 euros, eh ben c'est simplement votre temps. Parce que 1440 euros, c'est quoi en fait ? 1440, ça correspond au nombre de minutes que nous avons dans la journée. Comment dépensons-nous nos minutes aujourd'hui en fait ? Parce que ces minutes-là, en fait, elles ne reviendront pas. C'est-à-dire qu'on a 1440 minutes chaque jour, mais dans quoi elles sont dépensées ? Comment on répartit notre temps, comment on utilise ces minutes. Et le fait que le jeu s'arrête à tout moment, bah effectivement, la vie peut s'arrêter à tout moment. Et bah c'est ça en fait, exactement. Cette métaphore, je l'aime beaucoup parce que effectivement, bah, il n'y a rien de plus précieux que le temps. Le temps, c'est quelque chose qui défile et on ne peut pas racheter le temps. Il y a une autre métaphore aussi que j'aime beaucoup dans le livre. C'est l'exemple... alors attendez, je vais le lire directement, mais vous avez sûrement déjà entendu cette métaphore quelque part, peut-être en philosophie d'ailleurs. Alors, je vais le lire. Un professeur prend un bocal en plastique devant ses élèves. À l'intérieur de ce bocal, il met autant de balles de golf que possible et demande à ses élèves si le vase est plein. Les élèves répondent oui, qu'il ne peut plus rien mettre. Il verse alors un agglomérat de gravier dans le vase. Les graviers viennent se loger dans les trous restants entre les balles, jusqu'à remplir de nouveau le bocal. Il repose la même question à ses élèves qui, encore plus formellement, affirment que maintenant, le vase est vraiment plein. Le professeur sort alors un grand verre plein de sable, il verse intégralement dans le grand bocal, le sable trouve où se loger entre les graviers jusqu'à en arriver en haut du bocal. Cette fois, évidemment, les élèves peuvent dire que le grand bocal est maintenant vraiment plein. Tout en souriant, ils ont raison. Mais le professeur sort 2 bières et les verse dans le bocal jusqu'à ce que la bière arrive en haut. Il verse jusqu'à 1,5 bouteilles. Ce texte, c'est simplement une métaphore de la vie. C'est-à-dire que le bocal représente une journée entière. Et dans ce bocal, si on prend les balles de golf, on peut dire que c'est les grosses choses qu'on doit réaliser dans la journée. Ok, on prend les grosses choses, paf, on remplit. On a l'impression qu'à la fin de la journée, on a fait les grosses choses et on a peut-être plus de place pour faire autre chose. Et là, dès qu'on rajoute les graviers, c'est les choses qui prennent un petit peu moins de temps, mais qu'on peut peut-être caler dans la journée. Et ça rentre quand même dans la journée. Et après, on peut rajouter toutes les petites choses, voilà, qui représentent le sable, par exemple. Et puis à la fin, la conclusion, c'est que même quand on croit ne plus avoir de temps dans la journée, on a quand même toujours un peu de temps pour boire une bière avec ses amis. Voilà, je trouve que c'est plutôt marrant. Mais quoi qu'il en soit, j'en viens un petit peu par l'intermédiaire de cette métaphore, on va aborder la suite. C'est que Fabien Olicard nous propose de décomposer notre temps de la journée. C'est-à-dire, on prend nos 24 heures, il nous donne différents types de temps. Il y a le temps professionnel. Le temps professionnel, ça correspond à son activité simplement professionnelle qui a une finalité financière. Il y a le temps personnel. Alors le temps personnel, c'est une activité génératrice de plaisir sans autre but. C'est-à-dire quand on décide de jouer aux jeux vidéo, de regarder un film. Voilà, ça c'est du temps personnel.
Il y a le temps pour soi, qui est différent du temps personnel. Le temps pour soi, c'est ce qui va nourrir l'esprit. Lire des livres, ça peut nourrir l'esprit. Jouer d'un instrument de musique, c'est une activité intellectuelle comme une autre. Faire du sport, c'est une activité qui vise à s'améliorer d'un point de vue physique. La méditation, voilà, ce sont des activités qui vont nous nourrir et qui ne vont pas être sans finalité. Enfin, je ne dis pas que le temps personnel n'a pas de finalité, hein, quand je parle du temps personnel, donc je reviens à cette activité génératrice de plaisir, parce que le plaisir reste important malgré tout. Donc on a le temps professionnel, on a le temps personnel, on a le temps pour soi, on a le temps obligatoire. On en a parlé un peu auparavant avec Gérald Bronner. En fait, c'est le temps de sommeil, le temps de trajet pour aller au travail, le temps de manger, tout ce qui est impératif, faire sa toilette, etc. Ça, c'est le temps obligatoire. On a le temps perdu ou le non-temps. Voilà, c'est la même chose, le temps perdu ou le non-temps. C'est aussi un élément dont on parlait avec Gérald Bronner. C'est le fait d'aller sur les réseaux sociaux sans but précis, de faire une pause cigarette, ou toute chose effectuée sans décision préalable de notre part et que l'on fait inconsciemment. Voilà, donc Fabien Olicard en fait nous invite un peu à la réflexion par rapport à tous ces temps, en nous demandant combien nous passons chaque jour à ces activités, et s'il ne faudrait pas inverser la tendance si cela semble nécessaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer finalement le fait d'aller sur les réseaux sociaux sans but précis, d'utiliser ce temps pour faire quelque chose de plus utile, donc en utilisant le temps perdu ou le non-temps pour l'échanger avec le temps pour soi qui va nourrir notre esprit. Ça invite un peu à la réflexion. Donc ça, c'est un élément que j'ai trouvé intéressant aussi dans le livre. Une fois qu'on a développé tout cela, on prend conscience de l'importance de l'organisation. Et j'en viens justement à cet élément de l'organisation, c'est que Fabien Olicard nous parle de l'importance d'avoir un agenda. Alors c'était peut-être du bon sens, mais moi je n'avais pas d'agenda jusqu'à maintenant et aujourd'hui j'en utilise un. Moi j'ai choisi l'agenda numérique parce que ça me permet de le mettre à jour assez facilement, donc je l'ai en même temps sur mon smartphone et en même temps sur mon ordinateur. Ça me permet vraiment de m'organiser et de mieux visualiser ma journée, parce que c'est vrai qu'avant d'avoir un agenda, je vivais un petit peu au jour le jour. Bon, je savais à peu près ce que j'allais faire de ma journée, mais c'était pas très clair, et je trouve que c'est beaucoup plus clair dans ma tête depuis que j'ai un agenda. Deuxième point qui est important après l'organisation, c'est de se fixer des objectifs de vie. Et les objectifs de vie, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel. Moi, j'ai choisi maintenant de noter en fait mes objectifs de vie sur un carnet personnel. Voilà, j'ai un genre de bucket list où voilà, j'ai décidé de noter ce que j'aimerais pouvoir faire dans ma vie à plus ou moins long terme. Et ça me permet un petit peu de savoir comment je dois m'organiser pour y parvenir. Parce que des fois, c'est des objectifs de vie qui sont assez ambitieux, voilà, qui demandent du temps et qui demandent surtout de l'organisation. Se fixer des objectifs, c'est une chose, mais il faut aussi se fixer des deadlines, et si possible, des deadlines qui sont pas trop larges. Et pour ça, Fabien Olicard nous parle de la loi de Parkinson. Alors, si je me souviens bien, la loi de Parkinson, c'est simplement une loi qui dit que peu importe le temps que l'on se fixe pour effectuer une tâche, on arrivera toujours à cette tâche dans le temps imparti, parfois même avec le même résultat. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on s'est fixé des objectifs, il faut apprendre à les prioriser. Voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai encore un peu de mal. Prioriser ses objectifs pour pouvoir s'y consacrer correctement. C'est-à-dire, est-ce qu'un objectif est urgent, est-ce important mais pas urgent? Il ne faut pas hésiter à faire aussi les choses qu'on n'a pas envie de faire tout de suite pour se soulager de la charge mentale. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, alors moi je sais que c'est l'administratif, ça me prend la tête, mais c'est ouf. Moi je déteste tout ce qui est papier administratif et pourtant c'est super important. Et je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais pas mal de papiers à gérer. Et c'est vrai qu'au niveau charge mentale, ça me prenait beaucoup de place dans ma tête. Et du coup, j'ai pas honte de le dire, j'ai demandé de l'aide à ma maman, qui m'a aidé sur certains points. Et de ce fait, ça m'a un peu soulagé
sur certaines choses au niveau de la charge mentale. J'ai pu me consacrer à autre chose assez rapidement de ce fait. Mais après, sur ce point-là, on peut aussi parler de la vaisselle. Faut pas hésiter à faire la vaisselle tout de suite pour justement se dire, ah bah j'ai plus à la faire, je peux me consacrer à autre chose. Parce que des fois, on laisse traîner la vaisselle dans l'évier, par exemple. Et en plus, quand on laisse traîner la vaisselle dans l'évier, bah, la nourriture, elle sèche sur les assiettes et c'est plus dur à laver. Voilà, c'est une petite astuce, quoi. Donc faites votre vaisselle dès que vous avez fini de manger. Donc là, il y a encore un élément que je voudrais aborder, c'est l'importance de faire des pauses. Des fois, il vaut mieux s'arrêter pour revenir plus efficace plutôt que de rester lent dans l'activité qu'on est en train de faire. Ça aussi, effectivement, c'est quelque chose qui m'a aidé. Maintenant, je m'autorise des pauses. J'attends pas d'avoir fini forcément quelque chose. Quand je vois que je suis plus efficace, je fais une pause, 10 minutes. Voilà, je me pose 10 minutes. Et après, je reprends de plus belle et je suis beaucoup plus efficace. Donc finalement, je gagne du temps par rapport à ça. Ensuite, il faut prendre conscience aussi du temps imaginaire, ce que Fabien Lucas appelle le temps imaginaire. C'est la réserve de temps personnel que l'on a, qu'on peut avoir dans les transports, par exemple, en faisant la vaisselle, le ménage. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les transports ? On peut écouter un podcast, par exemple. En faisant la vaisselle aussi, on peut écouter un podcast. On peut s'inscrire sur Babel ou, je sais pas, autre application pour apprendre l'anglais, par exemple. Je pense que le ménage, ça demande pas forcément d'avoir une concentration extrême. Et pendant le ménage, on peut tout à fait, effectivement, profiter de ce temps-là pour passer un coup de fil, peut-être à quelqu'un à qui on doit passer un coup de fil depuis un petit moment, à sa famille pour prendre des nouvelles, à réfléchir simplement à ses projets aussi. Donc tout ça, c'est du temps imaginaire, mais en tout cas, c'est un temps qui existe malgré tout. On peut combiner une activité qui ne demande pas forcément de la ressource en termes de concentration et pouvoir utiliser ce temps pour faire autre chose. Un autre élément que j'ai bien apprécié aussi dans le livre, c'est une phrase que Fabien Licard se répète souvent, c'est que 1 vaut mieux que 0. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire très peu de choses que pas du tout. Ça servira forcément. Et c'est vrai que moi, j'avoue que j'avais tendance, et j'ai encore tendance des fois à me dire, ouais, bon, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça, je vois pas, ça en vaut pas la peine que je commence maintenant, même si c'est 15 minutes et que c'est quelque chose qui va me prendre des heures, je me dis que ça vaut pas le coup. Mais en fait, ces 15 minutes, je les consacre à rien d'autre, peut-être des fois, que de consulter mon téléphone et de rien faire de particulier dessus. De la même manière, le travail ne paie pas toujours, mais un maximum de travail paie toujours un minimum. Je suis totalement d'accord avec cette phrase, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à appliquer parce que on perd vite un peu espoir des fois quand on voit que la quantité de travail ne récompense pas toujours au début. Mais ça donne de l'espoir dans un sens, c'est que le travail finit toujours par payer aussi. Mais en tout cas, c'est une phrase très intéressante aussi que j'ai relevée. Autre élément, il ne faut pas hésiter à décomposer les gros travaux pour ne pas être assommé par la vision de la charge de travail. Un autre élément, trouver des stratégies de motivation. Il y en a une que j'ai faite, c'est s'écrire une lettre à soi-même. Et donc je vais lire cette lettre qui est dans le livre, qu'on peut totalement adapter. Forcément, là, c'est un des exemples qu'il nous donne. Cher moi du futur, je suis en train de visualiser ce que je vais mettre en place pour avoir du temps infini et pouvoir le manipuler comme je le souhaite. Je prends la décision aujourd'hui de changer en mettant toutes les astuces du livre qui me sont utiles en place. Il est important de me rappeler que cette décision est prise avant que toi, le moi du futur, ne lises ces lignes, car j'ai pris cette décision avant et de manière définitive. Je vais donc te demander de nous respecter, toi et moi, et d'y mettre du tien, pour t'y tenir, et de ne plus chercher d'excuses. Repense au plaisir que nous avons eu ces derniers jours, où nous découvrions le pouvoir de cette organisation et de ses nouvelles habitudes. Je te promets que nous ferons bientôt tout cela de manière quasiment automatique et sans souffrance. Nous sommes en train, au moment où j'ai pris cette décision, de gagner des années entières de notre vie. Je compte les garder et en profiter. En avant, cher moi du futur. Cette lettre, je l'ai réécrite moi-même et je l'ai adaptée forcément parce que j'aime bien personnaliser tout ce que je fais et l'adapter un petit peu par rapport à mes propres projets. Mais effectivement, je trouve que c'est assez pertinent de faire cet exercice et de relire régulièrement cette lettre, parce que des fois, on perd un petit peu le fil de ce qu'on entreprend, et le fait de se rappeler sans cesse de pourquoi on fait les choses, ça aide à maintenir le cap. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Autre chose, célébrer les petites victoires.
Pour maintenir la motivation en place, il ne faut pas hésiter à s'offrir des cadeaux lors de gros efforts. Ça fait l'effet d'une double récompense, c'est-à-dire qu'on a réussi à entreprendre ce qu'on avait décidé au départ, et en plus on s'offre une récompense. Donc c'est un peu un comportement pavlovien, je dirais, pour ceux qui connaissent un petit peu les chiens de Pavlov. Et finalement, le fait de se récompenser quand on fournit de gros efforts et en plus qu'on obtient peut-être une récompense à la suite de ces gros efforts, et ben ça permet au cerveau de mémoriser que quand on fournit les efforts, et ben on a une récompense derrière. Non seulement une récompense par rapport au travail qu'on a fourni, mais si on s'offre une récompense en plus, et ben ça permet au cerveau d'apprendre le goût de l'effort. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place aussi. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai mis en place une liste un petit peu de certaines choses que j'aimerais bien m'offrir par rapport à mes activités personnelles. Par exemple, pour la musique, j'aimerais bien m'acheter des instruments virtuels sur mon logiciel. Bon, je sais que ça, par exemple, je l'ai noté dans ma liste. Ok, je m'autorise à m'offrir tel instrument virtuel si je fais telle chose, en rapport avec mes propres projets. Et si j'y parviens, si par exemple j'ai respecté le fait que je devais courir 3 fois par semaine pour mon marathon et que j'ai respecté ça, et ben je vais dire ok, au bout de 3 semaines, très bien, tu as tenu ta promesse, je vais te récompenser. Ça, je trouve que c'est une méthode très efficace. Je trouve ça super. Honnêtement, c'était une idée que j'avais avant de lire le livre. Mais je trouve que c'est quelque chose d'assez essentiel à mettre en place parce qu'on a tendance à s'offrir des choses dans la vie. Enfin, je me place dans cette case. Quand je le faisais, des fois, il n'y avait pas forcément de raison particulière. Maintenant, j'ai décidé que dès que je devais m'offrir quelque chose, c'est parce que je me l'autorisais par rapport à un travail que j'avais fourni au préalable. Un autre élément intéressant que je voudrais aborder, c'est d'éviter de s'investir dans des projets qui ne sont pas les siens, même si c'est une bonne idée. Le risque, en fait, avec cela, c'est qu'on risque de devenir la locomotive du projet alors qu'on n'en est pas l'initiateur. C'est vrai que c'est une idée qui me parle beaucoup à titre personnel, ça m'est déjà arrivé et je sais que ça parlera sûrement à de nombreuses personnes. On a souvent des personnes qui ont des projets, certes très intéressants, mais qui nous en parlent dans le but qu'on les aide un peu à démarrer, si bien qu'on se retrouve finalement à être la locomotive au lieu d'être simplement le wagon. Un autre aspect de bon sens, savoir dire non. Savoir dire non quand on n'a pas envie de faire quelque chose. C'est pas toujours facile. Je ne vais pas développer davantage. Mais effectivement, on se retrouve des fois à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire juste par politesse. Moi, je pense qu'il faut savoir simplement dire non quand on n'a pas envie. Je ne suis pas parfait là-dessus non plus, mais on va gagner énormément de temps si on apprend à le faire en tout cas. Il y a plein de petites astuces dans le livre. Alors, vous remarquerez, là, j'ai pas forcément plus développé que ça parce que le livre de Fabien Olicard, c'est surtout un livre où on va piocher des petites idées par-ci par-là. Bon, là, j'ai pas résumé l'intégralité du livre, mais j'ai simplement évoqué les idées qui me paraissaient assez intéressantes à évoquer. Et il y a plein de petites astuces encore que j'aimerais évoquer qui vont permettre de gagner du temps. C'est si vous allez d'un point A à un point B, vérifiez sur la route que vous ne pourriez pas faire un petit détour vers un endroit où vous devriez aller. Exemple, faire des courses après le travail. Gain de temps et d'essence. Voilà, c'est ce que j'avais mis entre parenthèses. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Alors, on va l'aborder dans la 3e partie du podcast. Se lever tôt, c'est quelque chose qu'on va aborder avec le Miracle Morning. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est un gain de temps énorme aussi. Éteindre son téléphone lorsque l'on commence quelque chose, un travail ou autre chose. Ça nous ramène un petit peu vers la première partie du podcast, donc comme quoi tout est lié. Éteindre son téléphone parce que le téléphone c'est quelque chose qui peut énormément nous perturber. On va être absorbé par l'écran, par le contenu que nous propose YouTube. En l'occurrence, je parle pour moi-même, YouTube, mais même les réseaux sociaux, etc. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans la première partie du podcast, mais effectivement il y a l'application Forest que j'utilise. Quand je commence un travail, je mets l'application Forest en route. Et ça permet de faire pousser des arbres virtuellement pendant vous décidez du temps sur lequel vous voulez être concentré. Bon, par exemple, si j'ai envie d'être concentré pendant 1 heure, je dis hop, je mets le minuteur 1 heure. Forest fait grandir un arbre pendant 1 heure et si vous touchez à votre téléphone ou vous cherchez à sortir de l'application, l'arbre meurt en fait. Et ce qui fait que vous vous retrouvez avec une forêt d'arbres morts si jamais vous n'êtes pas assez discipliné pour ne pas toucher à votre téléphone. Supprimer les notifications de l'ordinateur. À l'instar du téléphone éteint, ça permet d'être vraiment concentré sur son travail. Éviter les relations toxiques qui font perdre du temps.
On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc on évite de côtoyer les personnes toxiques qui vont rien nous amener, effectivement, ça nous fait gagner du temps. Déménager si on est loin du travail. Bon, encore une fois, ça, tout est relatif. Alors moi, à titre personnel, j'ai fait le choix de ne pas habiter trop loin du travail parce que le temps de route, c'est du temps de vie. J'habite à un quart d'heure de mon travail. En plus, je fais du télétravail, donc pour le coup, ça, c'est plutôt pas mal. Mais je sais qu'il y en a qui habitent quand même des fois à 45 minutes, voire 1 heure de leur travail, ce qui est énorme quand même. Ça... Imaginons, vous habitez à 1 heure aller et 1 heure retour, ça fait 2 heures de la journée qui sont pris dans les transports. Alors, dans les transports, encore une fois, on peut faire autre chose. Enfin, tout dépend. Si vous êtes en voiture, vous n'avez pas les mains libres, vous devez être concentré sur la route, mais vous pouvez écouter des podcasts. Si vous êtes dans le train, vous êtes un petit peu plus libre, mais bon, pour prendre le train régulièrement avec le travail, je sais que c'est pas forcément confortable de travailler dans le train. Mais en tout cas, effectivement, moi j'ai fait le choix à titre personnel de pas habiter trop loin du travail pour pas avoir cette contrainte de perdre du temps dans les transports. Alors, en conclusion, moi ce que j'en ai tiré de ce livre-là, encore une fois, c'est un peu... J'ai beaucoup aimé la lecture, mais c'est un petit peu fouillis. Mais ce que j'en ai retenu, c'est l'importance de l'organisation, de bien connaître ses objectifs de vie pour s'organiser autour de ces derniers. Pour cela, avoir un agenda, donc moi je l'ai mis en place. À l'instar de Gérald Bronner, essayer d'évacuer le non-temps au maximum. Donc on l'a vu tout au début du podcast, effectivement, Fabien Olicard décompose le temps en plusieurs sous-catégories. Effectivement, le non-temps correspond un peu à ce qui sert à rien, comme aller sur les réseaux sociaux. Donc on essaye d'évacuer ça au maximum et de le switcher avec des choses plus utiles. Profiter du temps obligatoire pour faire autre chose en même temps. Donc voilà, le ménage, vaisselle, etc. On peut écouter des podcasts, apprendre une langue, etc. Bon, moi j'aime bien faire des petits calculs, mais effectivement, si on passe 10 minutes à faire la vaisselle par jour, eh ben ça fait 3650 minutes à la fin de l'année, ce qui correspond à 60 heures. Et 60 heures, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces 60 heures? C'est quand même assez énorme, je pense. Et je pense qu'on devrait profiter pour faire des choses plus utiles. À titre personnel, j'écoute beaucoup de podcasts, moi, dans le temps qui est catégorisé dans ce qui est obligatoire, donc tout ce qui est le temps de route, le ménage, la vaisselle, etc. J'écoute beaucoup de podcasts et j'apprends des choses. Donc j'essaye d'optimiser au maximum ce temps en faisant ces choses assez utiles. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, que vous trouverez des idées intéressantes dans ce que j'ai pu évoquer et dans ce que Fabien Olicard a pu transmettre dans son livre. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur ce que je pourrais améliorer dans le podcast. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Et on se retrouvera la prochaine fois pour la dernière partie de la review lecture sur The Miracle Morning de Hal Elrod. Et on passera sur d'autres podcasts, sur d'autres sujets, je l'espère. Et comme je le disais au début, je suis encore dans une phase thèse, donc je me pose un peu la question de savoir comment je vais structurer mes prochains podcasts. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. Ciao tout le monde.